J'ai travaillé au ministère des Outre-mer pendant 3 ans, les années 2010 à 2013, où je dirigeais le département de l'évaluation des politiques publiques et de la prospective. Auparavant, j'avais eu un parcours territorial, puisque j'ai travaillé de 1982 à 2002 dans un conseil régional de métropole, qui était celui du Limousin, et là j'avais dirigé les études, j'avais mis en place des travaux de prospective territoriale, d'évaluation de politique publique, de programmation, de contractualisation dans le cadre européen, dans le cadre national. Et j'avais rejoint le commissariat général du plan pour y faire de l'évaluation de politique publique en 2002. Et après mon passage 2010-2013 au ministère des Outre-mer, j'ai rejoint ce qui était devenu à l'époque le commissariat général du plan, c'est-à-dire France Stratégie. Alors la question qui se pose pour la politique économique de l'État concernant les Outre-mer, c'est la question du modèle de développement. D'une part, du modèle des Outre-mer en tant que tel, a-t-il des spécificités si marquées qu'elles doivent induire une spécificité, elle, dans les politiques de l'État? Et la deuxième question, c'est à partir du moment où on constate que les Outre-mer sont considérés en tant que région ultra-périphérique, avec des spécificités marquantes qu'on connaît, qui ont été étudiées, on voit bien que les politiques de l'État sont effectivement spécifiques et sont marquées, c'est ce que j'aimerais souligner, non pas par des options de modèles de développement, qui pourraient être des options propres aux Outre-mer, mais surtout par un rapport qui est dominé par la compensation budgétaire ou budgétaire fiscale, sociale, de l'ultra-périphéricité considérée comme un handicap. Ce modèle-là a pour effet de faire, par exemple, des aides renforcées, de la défiscalisation et d'autres techniques de transfert de dotation ou de ressources ou de règles de fiscalité, par exemple, aux Outre-mer, le principal axe du rapport entre la métropole et les Outre-mer. D'autres voies sont possibles, mais elles dépendent d'une part de la possibilité ou de la détermination de l'État à impulser un modèle de développement différent et surtout de la volonté et de la capacité des Outre-mer eux-mêmes à s'engager sur la base de leur volonté dans des stratégies de développement endogènes, c'est-à-dire à partir de leurs propres ressources. Pour l'instant, ce modèle-là est beaucoup discuté, on en parle, il est dans l'intention de beaucoup de responsables, mais les 3 ans que j'ai passés au ministère des Outre-mer m'ont montré qu'il restait largement à un état de proclamation. À partir du moment où la logique dominante, c'est une logique de transfert, d'allègement de charges, de transfert de ressources, de défiscalisation, d'aide semi-privée d'une certaine façon aux dépenses et aux investissements outre-mer, il va de soi qu'on entre dans une logique dans laquelle on peut avoir une situation dans laquelle le projet de l'investisseur peut être dominé par l'opportunité du gain dans le système dans lequel il peut bénéficier d'un avantage fourni par le système socio-fiscal français, métropolitain, d'avoir une domination de cette dimension-là qui va déterminer le fond, c'est-à-dire l'activité de l'agent économique. Un exemple dont on parle beaucoup, peut-être avec des airs impensés, mais enfin il fait partie de la réalité. Dans le système de défiscalisation, on sait que des entreprises peuvent investir dans des machines sans forcément en avoir l'usage. C'est un cas qui a été révélé, montré souvent, notamment dans le BTP, où une entreprise peut renouveler à une vitesse très accélérée des matériels à partir du moment où elle bénéficie d'un régime de défiscalisation et où elle peut, par la revente des matériels rapidement amortis grâce au régime de défiscalisation, bénéficier d'une sorte de rente, comme ça, sans rapport avec les coûts, notamment les processus normaux d'amortissement.
Le risque dans un système général qui bénéficie d'aide, c'est que la recherche de l'aide prenne le pas sur la finalité de l'activité économique. Il arrive qu'on puisse constater cette dérive. C'est notamment le cas régulièrement dans les rapports de l'Inspection générale des finances, dans les rapports de la Cour des comptes, qui globalement considèrent que le système par lequel l'État français pense parvenir à impulser du développement dans les Outre-mer produit des effets pervers, mais à un point assez grave, puisque certains considèrent, si on lit ces rapports, que les effets pervers prennent le pas sur le bénéfice économique qui n'apparaît pas démontré dans tous les cas. Alors, c'est difficile de dire qu'un modèle économique est à bout de souffle dès lors qu'il n'y a pas une réalité tangible et objective pour le justifier. Par exemple, un épuisement de matières premières ou un choc économique mondial qui déplace les lieux de la production et les termes des échanges internationaux, par exemple. En ce qui concerne le modèle assisté des Outre-mer, il peut durer longtemps. Sa limite, on la connaît. C'est un modèle qui génère une croissance continue de la dépense publique nationale à l'attention des Outre-mer. Rien ne dit qu'il ne soit pas soutenable. La limite, c'est la capacité de financement du centre, financement des dépenses vers la périphérie. Ce modèle peut avoir ses adeptes, il les a même, ils sont nombreux actuellement, et il est durable autant que le sera l'État, ou le permettra l'État des finances publiques. Il y a un autre point de vue est possible, que pour ma part je préfère en tant qu'économiste. C'est celui qui avait été mis en avant très fortement aux États généraux de l'Outre-mer en 1989, qu'on avait appelé à l'époque de manière impropre, mais qui quand même signifie quelque chose, celui du développement endogène, qui fait l'hypothèse que sur le plan des ressources de l'économie d'aujourd'hui, qui est une économie de la connaissance, ou de ressources sur lesquelles l'économie de la connaissance va être un facteur particulièrement dynamique de mise en place, en particulier pour ce qui concerne les Outre-mer, les ressources qui tiennent à leur situation d'économie tropicale. Plus le fait que tout ça dépend fondamentalement des capacités d'organisation de la société et de formation des individus, alors le développement endogène est possible à une seule condition, c'est que les ressources humaines des Outre-mer, les institutions, les dispositifs, les politiques s'organisent dans cette perspective. Là, une autre voie est possible, qui présente de nombreux avantages. Il s'agit de production de très haute gamme, à très haute valeur ajoutée, pour lesquelles n'existe plus de problème de compétitivité prix. Un des problèmes des Outre-mer, c'est qu'on essaie d'alléger les coûts, c'est-à-dire qu'on rentre bien dans une logique de compétitivité par les prix. Le Vietnam, avant la Chine, maintenant le Vietnam, d'autres pays demain seront toujours plus compétitifs par les prix. Donc il faut sortir de là. Et les ressources dont disposent les Outre-mer dans le monde, mais en France en particulier, sont des ressources qui permettent de passer par la compétitivité en prix. Et donc voilà, ma réponse, c'est le modèle est soutenable si on décide de le soutenir. Il est extrêmement coûteux. Un autre modèle est possible, qui lui génère sa propre richesse, et peut faire entrer les Outre-mer, qui disposent d'une quantité énorme de ressources humaines, les faire entrer dans une démarche de croissance sur la base de leur potentialité, c'est ce qu'on appelle la croissance endogène. Oui, alors ce qui concerne le rapport de M. Lurel, le dernier, je vais me permettre une petite approche critique, puis une attente surtout. L'approche critique, c'est un petit peu, je pense que le regard qu'on porte sur les Outre-mer, le regard quantitatif sur ce qu'on lui donne, sur la façon dont on l'aide, etc., atteindra vite une limite qu'on ne pourra dépasser qu'en posant le problème du modèle de développement alternatif. Certains départements d'outre-mer sont dans une situation d'une extrême gravité.
quand on voit le niveau de chômage atteint chez les jeunes, d'une manière générale dans les Outre-mer et de manière particulièrement grave dans certains départements, on ne peut pas ne pas tirer la sonnette d'alarme sur le fait de savoir si les subventions ou les diverses formes d'aide, de compensation permettront de dynamiser un développement. Elles permettront certainement de supporter des difficultés, d'améliorer des conditions matérielles, mais le long terme ne se prépare pas comme ça. Le long terme se prépare en créant de la valeur, en développant une économie. Et ce que j'attends du rapport Lurel, ou plutôt de ce à quoi le rapport Lurel donnera lieu dans les décisions du Parlement, c'est se donner les moyens de faire enfin ce qu'on proclamait en 1989 à la sortie des États généraux, c'est un modèle de développement des Outre-mer efficace, compétitif, basé sur la valorisation des ressources endogènes dont j'ai déjà parlé. Quand l'accord de Matignon-Oudinot, les accords de Matignon-Oudinot ont été signés à Matignon sous l'égide de Michel Rocard, Premier ministre, et qui ont conduit à la poignée de main historique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. La première décision qui a été prise immédiatement, ça a été de mettre en place un programme qui s'appelait 400 cadres. L'objectif et la volonté néo-calédonienne à l'époque, c'était de faire en sorte que les Kanaks acquièrent des formations, des compétences, des qualifications et puissent occuper les emplois de cadres du privé, du public, de l'administration, de l'économie, partout. Ils voulaient prendre leurs responsabilités. Et avec ce programme, qui est un programme dans lequel on donne aux ressortissants les moyens d'acquérir des formations qui ne sont pas des formations dédiées à la Nouvelle-Calédonie, qui sont des formations qui existent dans les cursus français, des formations d'ingénieurs le plus souvent, mais également de préparation au concours, des choses comme ça, on aboutit à un résultat qui est supérieur à 95%. Quand je dis résultat supérieur à 95%, ce sont des gens qualifiés qui ont obtenu des qualifications dans des cursus de formation authentiques et qui ont été insérés dans un emploi de cadre. Ce qui m'intéressait dans cette évaluation, c'était pas de savoir si ça marchait, parce qu'on le voyait, c'était surtout de savoir quels étaient les facteurs qui avaient permis que ça fonctionne bien, pour en faire quelque chose d'utile et pour en tirer des leçons pour d'autres territoires. Et les autres territoires sont bien entendu le territoire métropolitain français, qui génère quand même beaucoup d'exclusion du marché du travail, avec des systèmes de formation qui ne sont pas l'optimum, et également les autres Outre-mer. Qu'on soit en Nouvelle-Calédonie ou dans un dôme ou en Polynésie, on est toujours confronté à un problème d'accès au marché du travail et aussi de monter des jeunes en capacité à devenir des acteurs du développement économique, à créer leur emploi, à créer leur entreprise ou à contribuer à des démarches de développement économique. Et Cadre Avenir a montré qu'il existe des façons de prendre le problème de la formation de haut niveau, de sorte qu'on arrive à former des gens qui soient capables de permettre ou de favoriser le développement économique.